Voilà, donc d'abord je vais commencer par vous présenter. Donc tu t'appelles Luc, pardon. Luc et Benjamin. Ben, enchanté de vous avoir rencontré. Je vous ai écouté dans la rue en train de parler français. J'ai pensé que vous serez des très bons candidats pour le programme French American TV. Donc j'ai à peine commencé à vous connaître. Donc vous êtes ici pour 2 jours, c'est ça? 2 jours? Depuis un mois pour une semaine. Une semaine. Et c'est organisé par des Américains ou international? C'est organisé par c'est des Américains qui organisent, c'est l'organisation pour c'est OHBM, Organization for Human Brain Mapping. Je ne savais pas que ça existait comme organisation. L'idée c'est de faire une cartographie du cerveau, donc on s'intéresse à l'imagerie du cerveau. On a différentes techniques d'imagerie qui nous permettent de connaître un peu mieux le cerveau. De comprendre le cerveau? D'avoir des images du cerveau et de mieux comprendre comment il fonctionne, comment il est structuré. Voilà. Vous connaissez beaucoup sur le cerveau? C'est-à-dire vous avez étudié combien de temps le cerveau? C'est bon comme ça. Parce qu'en fait on est biologistes tous les deux, donc on a fait 5 ans un master en France de biologie, ouais. Donc en incluant des études sur le cerveau, mais pas seulement. Les 2 dernières années c'était spécialisé sur le cerveau. Et là, ça fait 2-3 ans de thèse, donc on travaille que là-dessus. Sur d'idées. Donc vous travaillez sur un sujet différent? Ouais, c'est... proche mais différent. C'est assez proche. On travaille plus ou moins tous les deux sur la perception de la parole. Ouais. Comment le cerveau perçoit la parole, comment on intègre les informations de parole, surtout au niveau de l'audition, mais aussi un peu au niveau de la vision. Moi, je travaille sur comment le cerveau intègre les informations des mouvements des lèvres, par exemple, et comment voir les mouvements des lèvres permet de faciliter la perception de la parole. Et Benjamin, fait un autre niveau. Oui, mais quand on ne regarde pas les lèvres, on écoute seulement. Ouais, mais ça aide de voir les mouvements des lèvres. Ça permet de faciliter la souvent, par exemple, en boîte de nuit, vu qu'on n'entend pas très bien les gens regardent leurs lèvres, ça permet d'arriver à mieux voir. Et on a l'impression que les gens parlent plus fort quand on regarde leurs lèvres. En fait, oui. Parce que l'information des lèvres les lèvres nous donnent une information. Oui. Et du coup, les gens qui n'entendent pas bien, en général, regardent les lèvres. Par exemple, voilà, les sourds-muets, ils arrivent à tout comprendre sur les... Mais ça n'a rien à voir avec le cerveau. Si? Si, parce que c'est le cerveau qui décode cette information. Ah, qui décode l'information sur les lèvres. Ah, voilà. Il y a un stimulus visuel qui permet qui est intégré, ouais. Et qui va interagir avec ce qui est perçu d'une manière auditive. Auditive, ouais. Et les deux, donc c'est 2 stimuli complètement différents qui s'intègrent dans le cerveau et qui permettent d'arriver à un concept. Vous étudiez la même chose? À peu près. On travaille ensemble au début en fait. C'est pour ça. Moi, il était en master quand j'ai commencé ma thèse. Oui. Et depuis, là, il est sur ce sujet. Il aime ce sujet aussi. Du coup, et ça va aider dans quelle mesure? Aider les sourds peut-être? C'est de la recherche fondamentale. Par fondamental, on entend que les perspectives d'application sont limitées à court terme. C'est plutôt des applications à très long terme. C'est à plus tard, ils pourront l'utiliser. Il y a des applications potentielles, mais qui sont aujourd'hui très très limitées. Mais par exemple, il existe, dans notre équipe, on travaille un petit peu sur les... Pas personnellement, mais on travaille un petit peu sur les implants cochléaires, qui sont des implants qui permettent d'aider les sourds à mieux entendre. Ah, d'accord. Ça permet d'envoyer de l'information au cerveau, l'information auditive au cerveau, mais on pourrait imaginer par exemple que d'autres prothèses enverraient de l'information visuelle qui compléterait cette information auditive, mais il n'est pas encore question d'en parler sérieusement aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas assez de recherche là-dessus. On la développe. D'accord, d'accord. Vous êtes plusieurs étudiants à faire ça? Sur ce sujet, plusieurs labos dans le monde qui travaillent là-dessus. Ah bon? Chez nous, il n'y a pas... S'il y a une équipe de 6. En fait, la réunion où on vient, c'est une réunion qui est organisée par des Américains, mais qui peut se passer partout dans le monde. L'année dernière, c'était à Melbourne. L'année prochaine, ce sera à Barcelone, en Espagne. Et donc, il y a plusieurs milliers de chercheurs qui travaillent sur tous les domaines du cerveau. Donc, il y a des ingénieurs, des biologistes, des psychologues, des médecins, des philosophes, pas trop, mais... Et donc ça permet de discuter, vu qu'en France il y a peu de gens qui travaillent sur le langage, de voir d'autres gens dans d'autres pays qui travaillent sur notre sujet, mais aussi de voir des gens qui travaillent sur d'autres sujets et de faire des nouveaux liens, de nouvelles collaborations. Échanger des méthodes. Donc là ça nous donne un aperçu, cette conférence, de qu'est-ce qui se fait actuellement sur tout le cerveau. D'accord. C'est très intéressant. D'accord, donc cette compagnie qui organise ça veut vous aider à mieux comprendre ce que vous étudiez? Déjà, c'est pas une compagnie, c'est des organismes
éducatif. C'est le NIH en fait qui organise, enfin le NIH en tout cas participe, c'est pas eux qui organisent, mais c'est plus des laboratoires publics qui organisent cette conférence. Oui. Pour permettre de faciliter les échanges entre les labos dans le monde et les idées des archives. Il y a plusieurs personnes qui sont venues? Vous êtes combien dans cette conférence? Pour la conférence, il y a 3-4 000 personnes. Ah, c'est immense. Alors ouais, c'est une grosse, et nous, notre gros événement. Notre laboratoire, on est 5. Et c'est sponsorisé donc par votre école? Alors, nous, on est financé par le laboratoire, essentiellement. Le NIH, justement, dont je vous parlais moi-même. A sponsorisé une partie, oui. Pour présenter ce qu'on a présenté. On présente quelques données ici. Mais sinon, c'est essentiellement, ouais, on est financé par appel. Et l'idée, c'est qu'on peut venir si on présente un poster avec un résumé de notre travail de la dernière année. Et donc il y a des milliers de posters et les gens qui ont des très bonnes données, ils présentent aussi à l'oral. Et puis il y a des gens plus âgés qui sont un peu des chefs de labo qui eux font des conférences plus globales. Donc c'est surtout un lieu d'échange en fait. Vu que la recherche est mondiale et il n'y a pas beaucoup de labos de recherche à Paris par exemple, on est une cinquantaine à travailler sur le cerveau, à peu près sur un domaine, enfin sur l'imagerie. Donc là ça permet d'avoir accès de rencontrer tous les gens et puis pour trouver un postdoc aussi. Après notre thèse, il va falloir trouver du travail. C'est peut-être trouver du travail ici notamment. Ouais. Donc, par exemple, ici ça nous permet d'avoir accès à d'autres laboratoires, des laboratoires. Ah, vous pouvez leur présenter votre CV. Dans les facs ici, exactement. On peut essayer de chercher. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui, vous avez dit, il y a d'autres personnes dans le monde qui s'intéressent à votre sujet? Oui, il y a plusieurs groupes qui s'intéressent, alors pas forcément de la même manière, pas forcément avec la même approche, ni la même méthode, mais effectivement il y a plusieurs groupes qui s'intéressent à ce sujet. Moi je ne vais pas forcément rester sur ce sujet, c'est plus... Éternellement, c'est juste pour finir ta thèse. Voilà, exactement. Moi j'ai utilisé un certain nombre de méthodes que je vais pouvoir utiliser dans d'autres domaines, enfin en tout cas sur d'autres questions. Ici c'est plus pour développer les collaborations, parce qu'on peut aussi collaborer entre laboratoires, si des laboratoires ont des méthodes à échanger, etc. Ça peut être intéressant. Et effectivement, pour trouver des perspectives de boulot ici, ça peut être oui, vous êtes venu samedi, c'est ça? On est arrivé hier. En fait. Ah, hier, alors il n'a pas fait très beau ces temps-ci. Mais non, samedi, dimanche, il faisait très beau par contre. C'est pour ça que j'ai demandé, j'aurais espéré que vous ayez. Mais si vous êtes ici dimanche, il y a un concert au parc Stone Grove, si vous avez du temps. Okay, ouais. Et puis, c'est un concert gratuit, c'est tous les dimanches au parc Stone Grove. Ça, c'est une des choses qui se passe chaque dimanche. Il y a quelque chose qui se passe en été. Il y a aussi le Jazz Festival ici sur Fillmore. Donc, tant que vous n'êtes pas loin, vous pouvez marcher vers Fillmore. Fillmore, c'est quand? C'est début juillet, non? Oui, mais ici, ça s'appelle Juneteenth et c'est ce week-end. C'est célébration de la libération, de la fin de l'esclavage des Noirs, donc il y a beaucoup de jazz, etc. Donc je voudrais peut-être que tu nous dises un petit peu, c'est-à-dire ça fait combien de temps que tu étudies le cerveau? 3 ans? Oui, 3 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cerveau qui est intéressant? Ce dont je vous ai parlé là, Non, pas spécialement sur ce sujet, mais en général, est-ce qu'il y a quelque chose de fascinant à nous raconter sur le cerveau? Que c'est excessivement complexe, mais que ça nous apprend beaucoup. C'est vrai que c'est comme un ordinateur, un peu plus intelligent que l'ordinateur, n'est-ce pas? C'est très similaire, sur certains aspects, c'est très similaire, l'ordinateur est très similaire au cerveau et on essaie de reproduire beaucoup de fonctions du cerveau dans l'ordinateur, enfin pas de fonctions, mais il y a des tas de choses qu'on prend au cerveau pour le mettre dans l'ordinateur. Parce que c'est des êtres humains qui ont inventé l'ordinateur. Il y a des tas de choses que l'ordinateur fait beaucoup mieux que nous, calculer pour le calcul de l'ordinateur est bien meilleur que nous. Ah oui, ça parce que c'est fait du point de vue automation, c'est ça? Ouais, si on veut, c'est du code informatique et que c'est très simplifié. On peut pas encoder l'être humain, n'est-ce pas? Il encode des choses, mais c'est un peu différent. L'être humain, il encode l'encodage de l'ordinateur est numérique et en gros, il fait l'information, elle est codée en 0 et en 1 et nous, on a nos neurones sont très plastiques, ils sont très, tout est très dynamique. Wow, je sais pas si je me lance là-dedans. Hein. Mais je pense que l'idée, c'est, par exemple, l'idée de dire que c'est comme un ordinateur est fausse, parce qu'un ordinateur, quand c'est une mémoire, il encode quelque chose en mémoire et ça bouge pas. Oui.